Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce centre culturel Leclerc de Clisson où, comme chaque mois, nous accueillons, vous le savez, des éditeurs, des auteurs, des écrivains de renommée, professionnels, amateurs, bref, tout ce qui touche à la littérature et à la culture et à l'écriture. Aujourd'hui, nos invités, Jean-Louis Giard, qui est éditeur, écrivain, auteur. Il nous arrive du côté du Maine-et-Loire, Saumur, oui. De la douceur angevine, voilà. En quelque sorte. Et puis Philippe Écal, qui lui nous vient de Vendée, et où il y a aussi la douceur en Vendée, de la même façon. Nous aussi, le climat politique parfois n'est pas doux, oui. mais le climat en général il est plutôt doux. Et c'est la même région. Et c'est la même région, celle des Pays de la Loire. Région artificielle, soit dit en passant. Bien, ceci est un autre débat. Messieurs, merci d'être présents. Et je me tourne tout de suite vers Jean-Louis Giard qui va nous expliquer ce qu'est le métier difficile, je crois, d'éditeur en province. Eh bien, en tout cas, pour ce qui nous concerne, ça a été un parcours qui dure depuis 25 ans et qui a connu ses péripéties, ses joies et surtout des publications nombreuses, oui. Notamment et pour les 2/3 autour de la mémoire du monde rural, quelle que soit la région. Nous ne sommes pas des régionalisants, je dirais sur une région unique, mais des multirégionalistes, on peut dire. Voilà. Voilà. Donc voilà. Vous êtes un éditeur de proximité, on peut dire ça ? Oui, de toutes les proximités. De toutes les proximités. Voilà. Oui. Bon. Et ce qui est original dans votre maison d'édition, cher Jean-Louis Giard, c'est que vous faites beaucoup de productions audiovisuelles comme celle-ci. J'en ai là quelques-unes à faire voir à l'écran. Voilà. Et ça, c'est un peu nouveau dans l'édition régionaliste, je dois dire. Non ? Oui, il nous a semblé qu'à un moment, alors même que le papier peut transporter une véritable mémoire, que le son, la parole même des personnes qui transportaient de l'histoire, inscrite et enracinée en région, pouvait nous donner à entendre autre chose à travers les accents, à travers la manière de dire et à travers l'élan qu'ils pouvaient apporter aussi à la transmission de leur propre vie. Et là, bien sûr, le support audio et visuel, mais là, c'est pour le coup du support audio, la parole était vraiment l'audiolivre était vraiment le support naturel pour cette transmission de mémoire. Oui. Oui. Alors, audiolivre, c'est-à-dire qu'on peut mettre ça dans sa voiture, par exemple. Voilà. Mais c'est pas un peu long, je prends un exemple. J'ai Marie Rouanet sous les yeux, abécédaire de l'espérance. Ça parle de quoi, abécédaire de l'espérance, au passage ça... Alors, c'est un abécédaire de l'espérance. Oui, d'accord. C'est-à-dire... Tout le monde aura bien compris. Voilà. La traduction voilà. intégrale. Voilà. Oui, c'est ça. C'est simplement, dans sa vie, Marie Rouanet a 80 ans, c'est une auteure phare de chez Albin Michel. Et dans sa vie, des petits moments ont été des moments lumineux dans, on va dire, des périodes difficiles. Et tous ces moments-là, elle les associe pour en faire un abécédaire, voilà, dans un ordre... que je n'ai pas besoin d'expliquer. Non. Et à chaque fois, il y a une lumière dans un moment difficile, dans un moment où l'espoir ne suffit pas. Voilà. Et ça dure combien de temps, ce genre de... Alors là, le document dure 2 heures. Voilà. Et il y a des gens qui, pendant 2 heures, écoutent ce... Non, parce que c'est indexé comme les pistes de musique. Ah oui, d'accord, très bien. Si vous voulez, oui. Donc chaque lettre est indexée. Voilà. Ah oui, très bien. Voilà. Alors, abécédaire donc de l'espérance, je viens de le dire, de Marie Rouanet. Là, il est question de troglodyte dans le Saumurois. Là, ce sont 3 émissions qui ont été proposées par France Culture et dont nous avons acheté les droits. Voilà. C'est la même chose pour l'abbaye de Fontevraud, qui est dans la même collection. Voilà. Alors ça, ce sont plutôt des émissions dont nous rachetons les droits. D'accord. Troglodytes sont les gens qui vivent dans les grottes, pas les gens qui parlent plusieurs langues. Non. C'est Georges Marchais qui pensait qu'un troglodyte était quelqu'un qui possédait plusieurs langues. Bon, c'est pour l'anecdote, n'est-ce pas ? Je continue. Bertrand Ménard, Jean-Louis Giard, ça c'est vous. Parole d'un pêcheur et marinier de Loire. Donc voilà. Ça doit être intéressant. Et bien comme vous, nous plantons nos micros chez la personne. Voilà. Voilà.
Et puis nous sommes allés sur la Loire, bien sûr, et là, pour fixer la mémoire du quasiment dernier marinier de Loire, qui a bien voulu nous raconter sa vie d'une manière assez franche, assez honnête et truculente. Donc, si vous voulez, on a toute la Rabelaisie à travers un pêcheur de Loire. Alors ça, c'est très bien, c'est une mémoire intéressante, certainement. Oui. Et puis, Julien Ventre, Le chemin des bergers. Là, je crois qu'il y a une anecdote là-dessus. Oui, il y en a des milliers, mais si vous voulez, peut-être celle qui peut intéresser vos téléspectateurs. Mais tout nous intéresse. Je dirais aussi que c'est celui que je préfère, puisque ça a été 15 ans de travail. Oui. Nous avons enregistré donc le Julien Ventre, qui est le dernier de la famille Ventre à avoir transhumé 300 km sur la rive gauche de la Durance, donc de la banlieue d'Aix-en-Provence jusque dans les montagnes de la vallée de Névache, dans les Hautes-Alpes. On est chez Giono par là. Et là, on est dans le pays de Giono, on traverse le pays de Giono, enfin on part du pays de Daudet. Oui, en fait, et on va jusqu'au pays de Giono, en passant par le pays de Paul Arène, parce qu'il y a beaucoup de Provence et beaucoup de chantres de tel type de Provence. Et là, c'est effectivement la Provence de Giono principalement, parce qu'on sait combien Giono était attaché au métier de berger, qu'il avait pour ami. Et là, ce troupeau de 3000 bêtes a joué dans le film que beaucoup de gens connaissent grâce à la chanson de Guy Béard, La petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Donc le film qui s'appelait L'eau vive. Et cette petite, c'est Pascal Audrey. Voilà, et ce troupeau a joué dans ce film, c'est l'acteur principal quasiment. Et le berger, c'est Charles Blavette, qu'on connaît aussi de réputation, un acteur, je dirais, de ces époques du film Crésus, de Pagnol. Provence, voilà, on est aussi Rému. Pas très loin de chez Pagnol. Oui. Voilà, donc les moutons étaient les acteurs principaux, des figurants, mais en même temps acteurs principaux de Chemin des Bergers, c'est très bien. Il y a 8 heures de mémoire que nous avons enregistrées, mais là aussi indexées. On peut y aller par bout, mais quand on commence, généralement, ce genre d'audio, on n'a pas envie d'arrêter, ou on a envie d'y revenir. Voilà. Alors moi je voulais vous entendre là-dessus, Jean-Louis Giard, parce que c'est tout de même une originalité dans l'édition de Feuillage, oui. C'est paru sous Feuillage. Paru sous Feuillage, édition Saint-Léger. Ça c'est pour du coup le livre écrit. Alors qu'est-ce que vous nous préparez dans les semaines ou mois qui viennent? Qu'est-ce que vous allez éditer chez vous? Eh bien là vient de paraître un livre. Celui-ci là? Non, vient de paraître un livre, je dirais, un peu d'actualité malheureusement. La Barque Rouge. La Barque Rouge, voilà, qui raconte les inondations de 1856, quand la Loire a débordé de son lit à cause de la levée qui s'est crevée à la Chapelle-sur-Loire, exactement, entre Tours et Saumur, voilà, et qui a inondé toute la vallée de l'Authion, jusqu'à pénétrer et à constituer des geysers dans les mines d'ardoise, d'Angers et de Trélazé. Donc, si vous voulez, c'est le grand-père de Hervé Bazin qui, au fur et à mesure de ce drame, au fond, a écrit dans le Courrier de l'Ouest un feuilleton documentaire et que nous avons là republié parce qu'il nous semble qu'un certain nombre d'actualités nécessitait qu'on dise que ce qui arrive aujourd'hui dans certaines régions est déjà arrivé. Et à mon avis, c'est une manière aussi de réfléchir, alors même que là, il y avait peu de gens habitant dans les endroits qui se sont trouvés inondés, au fond, que déjà c'était un drame. Alors imaginons aujourd'hui s'il arrivait, et cette levée a encore des points faibles, que la levée crève à nouveau, évidemment que ça peut poser de véritables drames, et pire que ce que ça a été. Comme quoi la douceur angevine, parfois, peut être assez terrible. Je rappelle La Barque Rouge, donc c'est Charles Saint-Martin, l'auteur, aux éditions Saint-Léger. Eh bien, d'une inondation l'autre, je me tourne maintenant vers Philippe Écal. Philippe Écal, journaliste, auteur de Tous coupables et tous coupables. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation, tous coupables. Il s'agit bien entendu de la catastrophe de Xynthia. Nous avons attendu un petit peu que passe l'actualité, mais c'est toujours d'actualité quand même.
parce qu'il y a toujours cette menace, après tout, d'inondation dans ce territoire vendéen, du côté de la Faute-sur-Mer, notamment l'Aiguillon, etc. Alors Philippe, On vous arrive à avez... la période des grandes marées. Et on arrive justement, voilà. Ça s'est passé en 2010 déjà, cette catastrophe, mais le procès lui, était fin 2014, cette année, en septembre, au Sable d'Olonne. Un petit détail, Philippe Écal, puisque vous avez suivi ce procès de bout en bout, et après on reparlera de votre livre, Tous coupables, donc, aux éditions des Chantuseries. Un petit détail juridique, j'allais dire, pourquoi sommes-nous allés faire ce procès de Xynthia au Sable d'Olonne? Pour des questions de place, peut-être, non? Des questions pratiques d'abord. Bien entendu, ça n'était pas possible que ce procès se tienne à la Faute-sur-Mer ou à l'Aiguillon, voire à Luçon. Ou alors il aurait fallu là aussi dégager des moyens techniques sous forme de chapiteaux ou des choses comme ça. Bref, ça n'était pas possible. La Roche-sur-Yon, c'était un peu excentré. Et puis, il y avait une dimension symbolique à maintenir le procès à proximité du littoral. C'est ça. Et donc, les Sables d'Olonne, qui disposaient d'infrastructures, qui plus est, se prêtaient parfaitement. Alors, il y a eu beaucoup de monde à ce procès, beaucoup de gens de presse, bien sûr, et puis beaucoup de prévenus. Oui. Alors, quelle était l'ambiance générale de ce procès? Ça a duré tout de même un certain nombre de jours, hein, je crois que c'est important. Cette semaine. Oui. Alors, quelle était l'ambiance générale? C'était, j'imagine aussi qu'il y avait des victimes, des familles de victimes, des témoins, ça devait être assez prenant, non? L'ambiance était à l'image finalement de ce qui s'est passé depuis Xynthia. C'est-à-dire que dans cette salle du tribunal, on retrouvait finalement deux camps. Il y avait ceux qui considèrent que les prévenus ne devaient pas être là, qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et puis, il y avait le camp des victimes ou des proches des victimes qui, eux, attendent une vérité. Et donc, ces deux camps continuent de se regarder d'une certaine façon en chien de faïence, et ils étaient là. Alors vous qui avez vécu ça quotidiennement, est-ce qu'il y avait une attente, comme vous dites, de vérité, une attente de justice peut-être, on peut espérer toujours, et puis une attente de vengeance? C'est une question que je vous pose là. Oui, mais ça peut être aussi, on peut aussi considérer que c'est une certaine réalité, ce que vous venez de décrire. Il y a de la part de certains un désir de vengeance qui est finalement assez humain, assez naturel. C'est le penchant naturel de l'homme qu'il faut combattre. Et on le combat comment? Par la justice aussi, en essayant de réparer à travers la justice ce qui s'est produit. Donc il y avait ce désir de vengeance, il y avait ce désir de vérité de la part des parties civiles notamment, qui veulent absolument comprendre ce qui s'est passé, l'enchaînement des responsabilités, et c'est apparu au cours du procès. Malgré cette vérité ou ces vérités qui sont apparues, il n'en demeure pas moins que ça ne répare pas complètement la peine de la perte de proches, d'enfants, de petits-enfants, de maris, de femmes, etc. Alors, à titre personnel, Philippe Écal, quand vous avez fini ce procès, de suivre ce procès, au bout de 5 semaines, bon, ça vous a laissé dans quel état? Si ça vous a laissé dans un état, d'ailleurs. Oui, bien sûr, non, ça ne laisse pas insensible, surtout quand on a suivi cette affaire depuis le début. On se sent d'une certaine façon d'ailleurs, et ça peut être terrible à dire, mais un peu orphelin, parce que c'est une affaire majuscule qu'ont vécu les Vendéens, mais qu'ont vécu les Français aussi d'une certaine façon, puisque c'est l'une des premières fois qu'une catastrophe qu'on peut peut-être imputer de près ou de loin à un dérèglement climatique, c'est la première fois qu'une catastrophe comme celle-ci se produit en France, donc ça a eu un écho très particulier auprès des Français, et ça explique aussi l'intérêt des médias français, mais pas seulement. Il y avait aussi des équipes qui venaient de plusieurs pays d'Europe, donc on se sent un peu orphelin après une affaire comme celle-ci, et puis en même temps on se dit aussi qu'elle n'est pas terminée, ça ne fait que commencer. Les questions liées au réchauffement climatique, liées à la présence ou non d'habitants, de biens immobiliers le long des rivages, il y en a quantité partout en France. Il va y avoir à la fin de l'année
la conférence autour du climat en France, toutes ces questions-là ne font qu'émerger. Et on va continuer de s'intéresser, nous les médias, mais pas seulement, les Français en général, à ces questions-là. D'accord. Oui, parce que vous dites c'est pas terminé. C'est pas terminé juridiquement non plus, parce que Absolument. je crois savoir que des condamnés ont fait appel de la décision. Tout à fait. Et ça va encore relancer, si j'ose dire, le débat autour de cette catastrophe. Le procès en appel aura lieu en novembre prochain, Oui. à la cour d'appel de Poitiers. Alors, je dirais que c'est un peu délicat de dire ça, votre position personnelle sur, par exemple, la culpabilité ou non, ou un peu, ou beaucoup, totalement, ou pas du tout, du maire de la Faute-sur-Mer, qui, je crois, a été, son corps défendant, entre guillemets, la vedette de ce procès, la vedette au sens dramatique du mot. Votre impression là-dessus? Mon impression, c'est que René Maratier a été jugé coupable, mais à l'évidence, il n'est pas le seul responsable ou coupable dans ce dossier-là. Il y a, je l'évoquais tout à l'heure, un enchaînement de responsabilités. Au cours du procès, d'ailleurs, est apparue la responsabilité, pour ne pas dire la culpabilité écrasante des services de l'État. Or, sur les bancs des prévenus, il n'y avait qu'un seul représentant des services de l'État, qui est l'ancien directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, qui donc était jugé. Qui était un fonctionnaire. Qui est un fonctionnaire, absolument. Un employé de l'État. Et oui. qui a été poursuivi uniquement pour n'avoir pas, au cours de la nuit précédant Cynthia, n'avoir pas pu joindre René Maratier. Ce qui est une faute assez modeste Oui. au regard de celle qui était reprochée à l'encontre de M. Maratier, de sa première adjointe et du fils de la première adjointe, qui était responsable de l'association gérant la digue, supposée protéger les habitations où se trouvaient les personnes qui ont été victimes de Cynthia. Donc voilà, le seul représentant de l'État qui était poursuivi pour une faute relativement vénielle et il a été relaxé. Donc on voit bien qu'il y a un acteur majeur dans ce dossier-là qui échappe à toutes les poursuites. Et puis, alors, j'allais vous dire tout de même, on a beaucoup glosé dans la presse de l'absence de la préfecture qui aurait dû ou envoyer, je ne sais pas comment ça se passe, un représentant, ou même le préfet de l'endroit être présent lui-même ce jour-là et présent aussi au procès. Or, absolument. Alors le préfet, donc on le disait, aucun, à l'exception de l'ancien directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, oui. aucun grand serviteur de l'État n'a été présent, poursuivi voilà. Oui. Au cours de ce procès. Monsieur Lataste, qui était le préfet 15 jours avant la catastrophe, est intervenu au cours du procès, mais oui. en qualité de témoin. Il a raconté ce qui s'était passé au cours des mois et des années précédant la tempête. Mais, vous l'avez dit, la presse, et pas seulement la presse, tout le monde s'est interrogé sur l'absence, effectivement, d'un préfet en qualité de prévenu. Oui. L'État, manifestement, et c'est apparu au cours du procès, ne peut pas être tenu comme irresponsable de ce qui s'est produit lors de Cynthia. non pas qu'on veuille absolument trouver des coupables ou condamner qui que ce soit, mais et la justice est assez grande pour décider. Bon, mais c'était l'absence, c'est de ça dont je vous parle. Mais j'ai titré mon bouquin « Tous coupables » avec un point d'interrogation. C'est pas tout à fait innocent. C'est parce que j'ai effectivement... Bravo, vous êtes coupable aussi. Oui, coupable d'avoir commis ce livre. Voilà, puisque vous n'êtes pas tout à fait innocent, Philippe. Mais je crois qu'il y a effectivement une responsabilité collective. On peut même se demander si les habitants que nous sommes n'avons pas une responsabilité à vouloir absolument une maison les pieds dans l'eau. Oui. C'est-à-dire l'attrait du littoral s'est exercé auprès de chacun de nous. Et donc on a peut-être incité, forcé la main des élus pour avoir une petite résidence, une petite ou pas petite d'ailleurs, résidence secondaire. Ouais, un pied à terre, qui en somme est donc un pied... il y a eu cette pression. Voilà, un pied à terre qui est un pied dans l'eau en réalité. Et il y a eu cette pression auprès des élus. Et évidemment, le monde de l'immobilier n'est pas non plus totalement irresponsable dans cette affaire-là. Donc il y a vraiment une responsabilité collective. Elle est apparue au cours du procès, mais elle n'est pas traduite à travers les condamnations. Pas complètement en tous les cas. Alors qui a été condamné en fin de compte?
en première instance au Sable d'Olonne. Donc le maire, naturellement, je dis naturellement, parce qu'on l'a lu partout, c'est pas une opinion personnelle. Donc le maire de la Faute-sur-Mer. Sa première adjointe qui était en charge de l'urbanisme. Ça, c'est toujours la mairie. Hein. Absolument. C'est toujours la commune de la Faute-sur-Mer. Et puis... Et le fils de la première adjointe qui était poursuivi en sa qualité de président de l'association, gérant et entretenant la digue supposée protéger les habitations qui étaient les plus exposées aux inondations. Alors les professionnels du bâtiment, les constructeurs, je ne sais pas moi, les entreprises, elles ont échappé à la même condamnation. Si, alors, comment dire, le monde de l'immobilier au cours du procès a été évidemment évoqué, d'autant plus que le président de l'association, Philippe Babin, est lui-même agent immobilier et que sa mère, ex-première adjointe, exerçait également dans l'immobilier. Donc évidemment, au cours de ce procès, sont apparues les responsabilités du monde de l'immobilier en général, qui lui aussi, sans doute, a poussé pour pouvoir construire sur des zones qui n'auraient jamais dû être construites, qui étaient auparavant d'ailleurs le royaume des mares, le royaume des prés, le royaume des vaches, et surtout pas des habitations. Et alors aujourd'hui, que fait-on pour essayer que cette catastrophe ne se reproduise plus en cas de tsunami ou de tornade ou de tempête? Parce que j'imagine qu'on a quand même dû, c'est la moindre des choses, prendre des mesures dans ce sens-là. Oui, il y a des mesures. De toute façon, seront-elles efficaces? Alors, je pense que de toute façon, on ne parviendra pas à empêcher l'homme de s'installer près des fleuves, on évoquait la Barque Rouge tout à l'heure, oui. Ou près des océans. C'est un mouvement naturel. Par contre, ce qu'il faut sans doute promouvoir, c'est la culture du risque. Et qui dit culture du risque dit apprentissage de l'évacuation. Je suis intimement persuadé que dans la nuit du 27 au 28 février 2010, si des personnes étaient passées avec des haut-parleurs en disant « il faut évacuer », je pense que tout le monde n'aurait pas évacué, convaincu que le littoral avait affronté d'autres coups de tabac et qu'il ne se passerait rien et qu'il y aurait eu donc des victimes malgré ces alertes. Donc il faut ancrer, je pense, dans l'esprit des habitants, des Français en général et de ceux qui habitent dans des zones à risque, il faut ancrer l'idée que lorsqu'il y a une alerte météorologique forte, eh bien qu'on évacue dans l'ordre, il faut des procédures, etc. Et c'est ça qu'il faut mettre en place et non pas raser sur le littoral ou le long des fleuves, raser toutes les habitations qui sont, qui plus est, chargées de souvenirs de vacances, souvenirs de famille. Donc on ne peut pas balancer par-dessus bord, j'ai envie de dire, ces histoires personnelles. Par contre, il faut travailler sur effectivement la culture du risque. Ça, c'est le plus important. Ça a bougé un petit peu, mais ça avance très lentement. Très lentement. Philippe Écal, bien sûr, vous suivrez, j'imagine, cette affaire quand elle va passer en cours d'appel. Alors ce sera à Poitiers, mais vous serez certainement à Poitiers, j'imagine. Je rappelle pour les gens qui nous écoutent, votre livre, Tous coupables, mais avec un point d'interrogation, c'est très important. Vous posez la question, vous n'accusez personne, mais vous suggérez beaucoup. Tous coupables aux éditions de Chantuzerie, qu'on peut trouver évidemment ici, dans ce centre culturel Leclerc et dans toutes les bonnes librairies, comme celle où nous sommes accueillis. Merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain.